Bonjour à toutes et à tous, c'est Vora et aujourd'hui je teste encore un nouveau format. En fait, j'ai envie de revenir un petit peu à l'état d'esprit que j'avais dans les premières vidéos que j'avais publiées pendant le Covid, à savoir des vidéos qui parlaient de plusieurs films qui étaient réunis autour de la thématique de l'ambiance. Et ici, je vais faire quelque chose de similaire en parlant plus d'émotion, puisque le cinéma c'est avant tout une expérience qui est émotionnelle et qu'on ressent devant l'œuvre, devant l'écran. Et donc faire ce petit format ciné-émotion, ça me semblait être intéressant et j'avais une idée pour commencer. Donc ce premier ciné-émotion, j'ai envie de le faire sur l'amertume, la mélancolie. C'est une ambiance qui est assez particulière et il y a peu de films qui vont dans ce type d'ambiance parce que c'est une ambiance de fond, ça se travaille sur plusieurs éléments, c'est un truc qui est inclus dans l'univers et pour réussir à ce qu'elle habite complètement un film et qu'elle imprègne un film, il y a tout un travail de mise en scène qui est fait et par les acteurs et par toute l'équipe artistique qui met en place les décors et qui va définir l'ambiance qui est au cœur du film. Et pour parler de cette émotion, j'ai choisi de me focaliser sur 3 films de la filmographie de John Hillcoat, à savoir The Proposition, puis La Route, The Road, et pour terminer, Des Hommes sans loi, qui sont 3 films qui traitent d'époques et de problèmes différents, mais qui ont chacun une ambiance qui a tendance à faire écho les unes aux autres. Et d'ailleurs, on verra qu'il y a plus d'un lien entre ces films que seulement l'ambiance dans laquelle ils sont réalisés. Mais avant de parler de ces 3 films, il faut que je parle de Nick Cave and the Bad Seeds, qui est un collaborateur de longue date de John Hillcoat. Dans un de ses premiers films, Ghost of the Civil War, il jouait dedans et il avait fait une partie de la musique là aussi. Et Nick Cave est celui qui a écrit les scénarios de The Proposition et des Hommes sans loi, et qui a fait aussi la bande originale de La Route, même s'il est moins intervenu sur le scénario, puisque le scénario est adapté du bouquin de McCarthy. Mais il a beaucoup influencé l'atmosphère qu'il y a dans le film, car ça passe aussi pas mal par la musique. La musique de The Proposition est un petit peu plus expérimentale que les 2 autres films. On sent que Nick Cave va un peu plus dans ce qu'il avait l'habitude de faire, justement. Et je vais déjà reparler un peu de lui avant de commencer à parler des films. Nick Cave a passé sa jeunesse dans un milieu traditionnel, avec lequel il entre régulièrement en conflit durant sa scolarité. Il prend la direction de la musique au lycée et commence à faire des morceaux avec ses amis. Il monte son groupe et peu à peu il devient la rockstar qu'on connaît aujourd'hui. Avec drogue, sexe, rock'n'roll, toute la formule, il a sa carrière avec son groupe, mais il arrive aussi à avoir une carrière en solo où il compose des œuvres un peu plus personnelles. Il a plusieurs compagnes, il a plusieurs enfants au fur et à mesure que sa vie avance. Il est toujours travaillé par les thématiques de la religion et par sa matrice tradie. Nombre de ses musiques y font allusion, plantent des références par rapport à ça. Il parle beaucoup de Jésus dans certaines de ses chansons. Il a aussi toutes ces pulsions de vie qui l'entraînent à parler de drogue, donc à lui-même se droguer, à faire parfois des albums qui sont un petit peu plus provoques, un petit peu plus tendancieux. Je pense par exemple à l'album des Murder Ballads, par exemple, qui revient sur différents meurtres ou faits divers.
il a déjà aussi ces tendances à être mélancolique, où au milieu de ces chansons qui sont rock'n'roll, rythmées, où on sent qu'il y a une énergie un petit peu début du rock, il y a aussi ces moments où il fait des chansons presque dépressives, qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus lancinantes, qui ont déjà cette atmosphère chargée d'amertume. Push the Sky Away en est un des plus beaux exemples. Il rencontre ensuite John Hillcoat pour Ghost of the Civil Dead. Il participe et il y a une réelle alchimie qui se crée entre ces deux créateurs, car ils sentent qu'ils auront un cinéma qui peut parler des mêmes choses, qui fait écho aux mêmes émotions. Puis un de ses fils meurt en 2015, c'est Arthur. Il meurt en ayant un accident alors qu'il était drogué. C'est à ce moment-là que sort l'album Skeleton Tree, qui est un cri de douleur absolument magnifié par la tristesse, le chagrin qui sort dans des chansons qui alternent de la pure tristesse à la mélancolie et au souvenir de Nick Cave. Quelques années plus tard, un autre de ses fils meurt en se suicidant à la suite d'une maladie mentale. En interview, Nick Cave dira « C'est la forme artistique qui répond le mieux à notre besoin de remplir le manque de Dieu parce qu'elle permet de nous sentir moins seuls. Elle nous contacte spirituellement. » Nick Cave est un personnage qui a été partagé entre les excès de sa vie, les conséquences tragiques que cela a pu avoir sur sa famille, puisqu'il se sent forcément responsable en partie, au moins de ce qui s'est passé avec ses enfants, et toute cette douleur, toute cette mélancolie, et en même temps toute cette pulsion et cette envie de vivre, lui font créer des chansons qui sont dans un style unique. Nick Cave et les Bad Seeds, c'est quelque chose qui ressort du paysage. Et on sent bien que cela a imprégné et a infusé dans le cinéma de John Hillcoat à chaque fois que les deux hommes ont collaboré ensemble. À la lisière de la dépression, toujours un pied dans l'excès et dans la tradition. On peut maintenant parler des trois films. Je commencerai par The Proposition. Comme vous le savez, nous allons très bientôt célébrer Noël. Et cette année, Noël sera un jour unique dans la vie de votre frère. C'est Mickey, c'est ça? Mickey. Parce que le jour de Noël, j'ai prévu que mes hommes passent le chercher à la prison de Bagnoles et qu'ils le pendent jusqu'à ce qu'il en crève. Charlie, vous êtes un policier, vous n'êtes pas la justice. Écoutez, Monsieur Burns, vous devez comprendre que la loi, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux Arthur Burns. Je ne fais plus équipe avec mon frère. Alors je vais vous accorder un moment pour y réfléchir. Il s'agit d'un western qui se passe dans le bush australien, à une époque qui n'est pas vraiment déterminée, mais on voit que c'est au début de la colonisation de l'Australie. Il y a encore beaucoup de friction avec les indigènes qui sont exterminés par les colons blancs qui s'installent. Et on va suivre une famille, en fait 3 frères. Ces 3 frères sont hors la loi. Et les 2 plus jeunes se font donc arrêter au cours d'un sanglant affrontement
par un Anglais qui représente le pouvoir dans cette partie de la région. Cet Anglais s'est donné pour mission de civiliser le pays, la zone où il assoit son autorité. Il fait donc à ses deux frères une proposition. Ils ne sont pas très violents, ils commettent quelques vols, mais il y a une histoire plus ancienne où leur frère aîné, même si ce n'est jamais dit explicitement, aurait violé et tué les membres d'une famille de fermiers il y a quelques mois ou 2 ans, mais assez peu de temps. Le crime est encore frais dans les mémoires. Et cet Anglais veut faire un exemple. Il relâche donc le frère du milieu en gardant le jeune cadet emprisonné avec lui. Et la proposition se résume ainsi. Il demande à notre personnage de livrer son frère aîné pour qu'il soit jugé et pendu, car la peine de mort ne fait absolument aucun doute, en échange de la vie de son frère cadet, qui sinon sera pendu, pour l'exemple également, quelques jours, une semaine en fait, plus tard. Je ne vais pas dire comment se termine le film, je vais juste décrire un peu l'ambiance qu'il imprègne. Pourquoi en fait ça fait de ce western un grand film. C'est un film où tous les idéaux, aussi nobles soient-ils, sont généralement piètrement représentés et où les personnes qui essayent de les appliquer, soit elles les appliquent mal, soit se voient empêchées de les appliquer par les personnages qui les entourent. Je pense à cela à la fois donc pour notre frère, pour notre protagoniste qui se retrouve tiraillé par ce dilemme de devoir livrer et de devoir finalement envoyer à la mort un de ses deux frères, soit par lâcheté en ne faisant rien et en s'enfuyant, soit en trahissant son frère aîné. Mais je pense aussi surtout au Lord anglais qui a une mission qui essaye d'être noble, du coup il veut apporter la civilisation et pour cela il utilise la violence, il l'utilise brutalement, mais il essaye de la doser. Hélas, il se retrouve aussi à devoir essayer de suivre le contentement de la population qui est avec lui, une population qui elle réclame du sang et veut de la vengeance. Et donc, d'une certaine façon, va le pousser à la faute et va le pousser parfois à aller bien au-delà de ce qu'il faudrait faire en tant qu'être humain pour que la situation marche bien. Et on va se retrouver donc dans cette matrice où aucun personnage n'est vraiment bon ni vraiment mauvais, mais où ce n'est pas un film qui dégoûte, comme le cinéma par exemple de David Ayer, où tout est corrompu et où finalement il n'y a absolument rien à sauver. J'ai un gros problème avec le cinéma de David Ayer là-dessus, au niveau de la moralité et des valeurs, parce que chez David Ayer, il y a toujours cette thématique de la rédemption, mais c'est une rédemption qui est souvent minable, qui se fait par le bas, qui n'inspire pas à aller mieux, puisque d'une certaine façon, c'est par la force des choses que cette rédemption arrive et généralement c'est en laissant les pourris faire des pourritures qui petit à petit les entraînent sur la pente glissante de la corruption. Ici, les personnages sont balancés par leurs émotions et même les fous psychopathes, puisque le frère aîné est clairement un être malfaisant, mais un être malfaisant qui a ces moments presque de lucidité où il est capable de s'asseoir, de lire une poésie, d'avoir une espèce de profondeur d'âme d'une certaine façon. Et il y a toujours ces moments où des personnages
ont leurs moments de profondeur, ont leurs moments importants où on sent que le film touche à quelque chose d'émotionnellement juste. Et même si c'est un film qui est badant à plusieurs niveaux, qui parfois même s'aventure sur la voie de l'ultra-violence, sans toujours aller trop loin dans la démonstration. C'est là aussi que John Hillcoat est plutôt habile comme metteur en scène. Il fait un cinéma qui est violent, mais généralement il montre assez peu, ce qui le rend finalement visionnable pour un public qui reste large, même si on a quand même une touche qui est un peu film d'auteur, surtout dans The Proposition, qui, dans son ambiance musicale, propose quelque chose qui est parfois presque de l'ordre de l'expérimental. Il y a vraiment des musiques qui ne sont pas du tout d'époque. Il y a des musiques qui font un petit peu époque, un peu western, mais tout n'est pas de ce niveau-là, justement. Et donc, cela rend le spectacle assez intéressant à suivre, et surtout, c'est un western qui s'extrait des autres par sa volonté à vouloir immerger émotionnellement. On est là pour suivre une histoire, mais c'est pas une histoire avec des héros, ça va être une histoire qui va être profondément humaine. Et c'est cela qui fait finalement la force de ce film et qui le rend précieux pour le cinéphile. Et une des principales raisons pour lesquelles je vous recommande de le découvrir, c'est que même si il ne propose pas de moments d'anthologie en termes d'action ou de punchline ou ce genre de choses, c'est un film qui est profond et qui apporte des émotions humaines qu'on voit peu. Elles sont parfois, même souvent, amères, mais pour les personnes qui aiment un cinéma qui a cet aspect un peu mélancolique, romantique, ce film est une véritable pépite. Il en reste deux. Une pour toi, une pour moi. Tu le mets dans ta bouche et tu appuies, comme je t'ai montré. Oui. Comme ça. Non. Et tu appuies sur la détente. Tu as compris? Ça va aller. Oui. La Route est donc un film qui est dans le registre post-apocalyptique. Il y a eu une catastrophe, il n'est jamais vraiment précisé laquelle, mais le monde s'est effondré, il y a beaucoup moins d'êtres humains et nous allons suivre un père et son fils qui essayent de survivre dans cette désolation. Pas de zombies, pas de monstres, seulement quelques rares êtres humains qui ne se fréquentent plus, qui se craignent, ou on ignore si la prochaine personne qu'on croisera est un fou qui essaye de nous tuer ou qui sera prêt à nous voler tout ce qu'on a. Ou on ne sait pas si on trouvera à manger pour le reste de la journée, puisque la plupart des plantes sont mortes et qu'il n'y a plus d'endroit où la nature est intacte. Bref, on vit dans un espèce de monde morose où l'espoir de vivre n'est plus vraiment là. Il y a une perte de toutes les valeurs à ce niveau. Et on va suivre donc ce père qui se force à vivre, se pousse à vivre, parce qu'il a perdu sa femme, il a perdu la vie, la maison qu'il avait, il a perdu tout ce qu'il avait sauf son fils, et pour son fils, il s'impose de vivre, et de vivre surtout assez longtemps pour qu'il puisse avoir grandi et être en âge de pouvoir se débrouiller. C'est intéressant de voir que le genre post-apocalyptique est assez proche de celui du western, car dans l'un, la civilisation s'est effondrée
et donc n'existe plus que par bribes, et dans l'autre, il y a une volonté de créer une société, mais cette société n'a pas encore été structurée, elle n'a pas encore le visage des grandes sociétés qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il faut tout apprendre et surtout réussir à collaborer les uns avec les autres. Et il y a ces mêmes dynamiques fondamentalement dans le post-apocalyptique. Concernant le film La Route, ça a été un film que j'ai instantanément beaucoup aimé, car je ne connaissais pas encore The Last of Us à l'époque, mais c'est probablement à ce jour la meilleure adaptation de The Last of Us, et je le pense toujours en comparant avec la série aujourd'hui, car la série va beaucoup trop vite, elle ne prend pas le temps de poser les personnages, d'avoir des longs moments où justement il se passe peu de choses et où les personnages ont un peu le temps d'évoluer. La série va beaucoup trop vite et comme c'est une série aussi avec des zombies, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Ici, nous avons vraiment des êtres humains et nous suivrons ces êtres humains dans tout leur parcours, dans tout ce qu'ils vont traverser, y compris dans les choses qui sont assez dures. Là aussi, le film à sa sortie a été perçu comme vraiment dur psychologiquement, alors qu'il y a vraiment peu de violence à l'intérieur. Il y en a assez peu. Justement, c'est là aussi est tout le tour de force de la mise en scène de John Hillcoat. Pour ma part, j'ai quand même un souvenir un peu précieux avec ce film. Il y a quelques années, j'avais pu fréquenter un jeune qui par la suite a développé une leucémie et qui était à un stade avancé de sa maladie la dernière fois que j'avais pu le voir, où il avait encore assez d'énergie pour sortir de l'hôpital. Et il était un grand fan de films d'horreur, il était plutôt jeune et il ne savait pas vraiment quoi voir. Il y avait tellement de films et il avait pas tant de temps que ça, donc du coup il fallait essayer de taper juste, si j'ose dire, et d'essayer de lui montrer des films qui en valaient la peine. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas et que j'ai pu faire des erreurs de suggestion en lui en proposant certains. Mais on avait regardé La Route ensemble et clairement, nous n'étions pas seuls, j'avais aussi un membre de ma famille qui était avec nous et d'un commun accord, tout le monde s'était accordé pour dire que c'était le meilleur film de la sélection que nous ayons vu ensemble. Et comme ce jeune-là était assez fan de The Last of Us, il avait effectivement perçu immédiatement les similitudes de la mise en scène, de l'émotion si particulière qu'il y avait et dans ce jeu et dans ce film. Et finalement, avoir des choses simples mais profondément humaines, c'était quelque chose qui parlait et qui était profondément touchant. En cela, alors qu'il n'a pas les atours d'un film de science-fiction mais plutôt d'un western, là aussi, je pense que La Route est un des meilleurs films de science-fiction qui ait jamais été fait, un peu comme Les Fils de l'Homme d'une certaine façon. Les Fils de l'Homme contient plus d'éléments de science-fiction, mais c'est là aussi la même chose. C'est les êtres humains face à une crise et qui les met face à le vide de leur existence, à une perte totale d'espoir. Et il y avait tellement d'éléments humains dans ces deux films, il y a tellement d'éléments humains dans ces films, que c'est ça finalement qui nous travaille, et cette profonde mélancolie qu'on sent par le désespoir ambiant qui ramène ces êtres humains à un stade de pure survie où les enjeux sont très simples, c'est de trouver à manger et à boire et surtout pas mourir aujourd'hui. Ce retour à la simplicité, c'est quelque chose de puissant et d'intense, de profond. Et en cela, La Route est le film le plus connu de John Hillcoat et probablement le plus apprécié également. J'ai autant d'affection pour ces trois films aujourd'hui que je présente, car ils ont tous une certaine couleur, une certaine patte,
une certaine envie, des ambitions qui leur sont propres à chacun, mais qui se brodent un peu sur une toile commune, qui sont un peu les bases de l'interaction humaine, les bases de la société. Et il y a cela aussi dans le troisième film de John Millcoat, Des hommes sans loi, dont je vais maintenant parler. Donc j'ai une question. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? C'est quoi mes intentions? Ouais. T'espères qu'un autre va s'en charger? Howard, par exemple? Non, c'est pas ce que je veux. Tu veux quoi? J'ai pas besoin d'aide. Pardon? J'ai pas besoin d'aide. Ah bon. Je vais te dire. Tant que tu seras mon petit frère, tu ne devras plus jamais laisser faire ça. Est-ce que je suis clair? comprends. Je crois pas, non. Et si j'y arrive pas? Mostly I never knew which way was out. Tu sais, je suis pas aussi fort que toi et Howard. J'ai jamais été comme vous. Once va aller. it was on, and that was that. Jack, The umbilicus ce n'est pas la violence qui distingue un homme des autres. and I spun on my wheel Ok? C'est jusqu'où il est capable d'aller qui compte. like a laboratory rat. Jack, regarde-moi. Nous sommes des survivants. Nous maîtrisons la peur. Et sans la peur, on est tout aussi bien mort. Alors, de quoi parle Des hommes sans loi? C'est un film qui est beaucoup plus ancré historiquement. Il est dans la période des bootlayers, à savoir ces fabricants de whisky de contrebande durant la prohibition aux États-Unis. Et donc on va suivre une famille, les Bondurant, qui sont dans le business et qui trafiquent tranquillement de l'alcool à la campagne, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau juge qui soit nommé dans la zone où ils sont, et ce juge emploie un agent spécial qui va utiliser des méthodes de gangsters pour commencer à lutter contre le trafic. Alors, ce film est un film où assez vite on voit que les standards sont inversés. À savoir que les méchants, ce ne sont pas, en l'occurrence, les trafiquants, les délinquants qui finalement font leur trafic, mais ne sont pas très violents, sont plus de l'ordre des coups de poing ou de la bastonnade s'il y a un conflit à régler, que la police, qui en l'occurrence, là, est dirigée par un agent qui veut, en l'occurrence, exterminer, qui méprise les pecnos de la campagne et qui veut leur faire peur et faire des exemples pour lutter contre le trafic, et lui va utiliser une violence qu'il ne dose pas, justement. Et c'est là que l'intérêt du film arrive, c'est que il suit aussi, là aussi, l'émergence un peu d'une société qui est déjà quand même plutôt bien ancrée, puisque les gens se rencontrent, parlent entre eux, essayent de s'organiser. On voit ça avec justement les trafiquants qui se réunissent régulièrement pour prendre des décisions sur tel ou tel événement. Et ici, ça va être sur la gestion de la violence, comment réussir à se faire respecter, et surtout, en fait, comment est-ce qu'on s'impose en faisant les choses bien, d'une certaine façon? Parce que, clairement, le flic va utiliser des méthodes de gangster et va être particulièrement odieux constamment pendant tout le film. D'ailleurs, en fait, au fur et à mesure de ses mauvais coups et de sa surutilisation de la violence, il n'y a plus personne qui va progressivement le défendre, y compris dans la police où il y a des gens qui finiront par le trahir.
In the bathroom mirror, Et en face, on va avoir justement ces gangsters qui sont connus pour être des gangsters, qui ont une certaine réputation, mais qui justement essayent de doser cette réputation au cours d'un dialogue qui est assez formidable. Donc c'est le petit exemple que j'ai choisi pour illustrer le film en introduction, qui est celui justement de doser proportionnellement la violence, mais pas proportionnellement par rapport à la loi, parce que la loi en l'occurrence ici, c'est une blague. La loi, elle ne s'applique pas, c'est juste qu'il y a des gens qui sont protégés par la loi et d'autres qui ne le sont pas. C'est gérer la violence à une échelle qui est humaine, à savoir faire suffisamment mal pour qu'on s'en rappelle, mais accorder d'une certaine façon une espèce de seconde chance, une confiance, avoir en fait une attitude qui invite à la réflexion d'une certaine façon et à garder les choses sous contrôle. Ce qui n'est pas le cas du policier qui, lui, dès qu'il trouve un endroit où taper, tape le plus fort possible. Donc, il y a déjà ça en termes de matrice. Après, il y a aussi, avec le personnage de Shia LaBeouf, justement, il y a une petite, on va dire une petite évolution, une petite affirmation de soi. La thématique de l'affirmation, effectivement, on part d'un frère cadet, qui vit dans l'ombre de ces deux frères qui sont mieux bâtis, qui ont l'habitude d'être violents, qui savent gérer finalement cet aspect du business. Et on a peu à peu Shia LaBeouf qui, confronté à la situation et impacté par cette situation, va peu à peu développer son esprit, on va dire, d'entreprise, son audace et finalement petit à petit s'approprier son territoire d'une certaine façon, mériter de faire partie de la famille. Je pense qu'ici on a un film qui a un côté sombre dans sa thématique, mais qui est plus positif, parce qu'on est du côté de personnages qui sont humains, et même si on voit que ce sont effectivement des délinquants et qui font du trafic d'alcool, ce qui aujourd'hui donc ne nous semble pas très grave du point de vue de notre quotidien, il y a ce côté effectivement inversion des standards qui nous oblige à chaque fois à nous repositionner, comme d'habitude. J'avais dit ça dans Cinestrem, ça nous oblige à réfléchir à quel est finalement le bon côté, qui sont d'une certaine façon les moins pires, et cela on peut le faire qu'avec ce qu'ils font et qu'avec leur attitude. Et justement, là-dedans, le film nous met plutôt du côté de personnages qui ont une certaine forme d'intégrité, qui ont des principes. Ils ont un espèce de code d'usage de la violence qui est de l'ordre de se faire respecter pour pas se faire bouffer. Mais en même temps, on comprend les personnages et on voit un petit peu comment ils évoluent et on arrive peu à peu à les apprécier, même malgré les tares de certains. Je pense surtout au second frère, par exemple, qui est un alcoolique notoire et qui passe son temps soit à se bourrer la gueule, soit à taper sur des gens, mais qui a ces petits moments où il est rigolo et sympathique. Il peut être attachant également. On a un gros casting très sympathique qui fonctionne très bien sur ce film. Au niveau des castings, ça a toujours été impeccable dans les films de John Hillcoat. Et on retrouve dans ce film-ci Guy Pearce, qui était aussi dans The Proposition, qui lui jouait le personnage principal de The Proposition. Ici, c'est celui qui joue l'agent spécial de la police qui va foutre le sbeul à la campagne, avec en face de lui Tom Hardy, Shia LaBeouf et un troisième acteur là, dont j'ai oublié le nom, mais ça reviendra. On a vraiment pour le coup des personnages auxquels on s'attache et on est content d'être avec eux et de suivre le film de leur point de vue. Et du coup ça donne un film qui a sa patte, parce qu'on n'est pas tout à fait dans un polar classique, on n'est pas
on n'est pas tout à fait dans un polar, on serait presque plus dans un western, là aussi, où on suit nos personnages, on est dans le décor de la petite ville, c'est juste des enjeux qui sont plus modernes, ce serait un western moderne. Et on retrouve toute la matrice qui fait un peu les points communs de la filmographie de John Hillcoat pour ces 3 films, avec ici des musiques qui sont beaucoup plus de l'ordre de la country. Mais Nick Cave a toujours composé plusieurs morceaux pour le film. C'est lui aussi qui a écrit le scénario, donc on sent qu'il y a là des thématiques aussi qu'il travaille et qu'il apprécie. Dans aussi cette espèce de reconstitution des années 20, 30 à l'ancienne, avec une ambiance qui est presque nostalgique dans ce film. C'est beaucoup moins glauque que dans les autres films. C'est le contexte un peu de violence et du fait qu'il y a beaucoup de menaces qui planent sur les personnages, mais la menace ne vient pas directement du contexte historique et de tout l'univers qui nous entoure. C'est un film où on sent presque, je dirais pas une nostalgie, mais où il y a quelque chose de positif qui se dégage de cette reconstitution, malgré le degré de violence qui s'applique et qui est montré. Donc, encore là aussi, un film que je recommande très fortement et clairement un excellent polar qui apporte là aussi beaucoup d'éléments humains en plus des thématiques dont j'ai parlé et de cette ambiance très posée et intéressante. Cela conclut donc ce premier épisode de Cinémotion. J'espère que le postulat vous a intéressé et que le fait de parler plus d'émotion dans les films, qui est rarement justement un angle d'analyse dans les autres critiques sur internet, c'est quelque chose qui vous parle et que ça vous motivera à jeter un coup d'œil, à découvrir ces films, parce que ces films parlent aussi, ils ont des petits sujets politiques, etc. Il y a des tas de choses qui sont bien et qui méritent d'être analysées et qui vont vous travailler. Je verrai ce que je ferai pour les autres. Le désavantage de ce format, c'est que comme on parle d'émotions précises, il faut que je revoie un certain nombre de films pour justement savoir un petit peu comment les classer et trouver des thématiques qui me permettent de les rassembler et de proposer quelque chose qui va être cohérent et qui sera assez précis pour que je puisse développer et faire des comparaisons entre les œuvres que j'analyserai. D'ici là, cultivez-vous, portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur d'ici les prochaines fois où on se verra par vidéo. Allez, à bientôt. I got a feeling I just can't shake. I got a feeling it won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if you think you got everything you came for, if you got everything and you don't want no more, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing.